Bonjour et bienvenue à la chronique L'étincelle et le burn-out. Dans la dernière chronique, on a parlé de ma retraite de méditation Vipassana. Cette fois-ci, je veux t'en reparler, mais avec l'optique de surstimulation. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est quoi son rapport au burn-out? Puis je veux aussi te partager, au-delà du Vipassana, quelles sont des expériences que je te propose pour pallier un peu à la surstimulation à laquelle tu fais probablement face. Alors, c'est parti. Premièrement, Vipassana, qu'est-ce que c'est? Donc, j'ai eu plusieurs questions par rapport à ma dernière chronique. Donc, Vipassana, c'est un centre à Montebello. Il y a plusieurs centres partout dans le monde. C'est un cours de méditation. Donc, j'ai dit retraite plutôt, mais c'est un cours qui permet d'apprendre une certaine technique de méditation. Puis, pour le prendre, il faut prendre 10 jours. Donc, la première fois qu'on y va, il faut absolument faire 10 jours. C'est pas plus avancé de faire 10 jours, même qu'il n'y a aucun prérequis de méditation pour y aller. Dans mon cas, quand je suis allée en 2021, ça a été ma première fois. Je suis retournée en 2022. Donc en 2021, quand je suis allée, j'avais déjà 3 ans de méditation on and off. Je ferai une autre chronique pour t'expliquer tout mon parcours avec la méditation. Mais dans ce cas-ci, c'est ça, j'avais un petit peu d'expérience. Je connaissais ma mère qui était déjà allée. Je connaissais quelques personnes, donc j'étais rassurée au niveau, j'avais peur que ce soit une secte. J'étais rassurée sur ces niveaux-là, puis je voulais vraiment vivre l'expérience. Je le voyais comme c'est ça, comme une expérience. J'étais allée en Asie, j'avais vu qu'il y avait des moines dans les dépanneurs, un peu partout. Puis je me disais, bon, ben si ces gars-là sont capables, moi je suis capable de le faire pendant 10 jours, garanti. Puis je me disais, ça va être une expérience comme faire un voyage ou comme un autre, même si on reste au Québec, c'est à Montebello, tout près d'Ottawa, où j'ai vécu plusieurs années de ma vie. Donc ça, c'était mon attitude en entrant là-dedans. Je savais pas à quoi m'attendre du tout. Je me disais que l'expérience allait être exactement ce qu'elle allait devoir être pour moi. Et ça, c'est toujours le cas, ça je le crois. Je pense que ça va toujours être exactement ce dont on a besoin, ce qui est en surface puis qui doit voir la lumière. Concrètement, pendant les 10 jours, on médite 10 heures par jour, donc ça commence très tôt le matin. Je me rappelle plus exactement si on se lève à 4h30 ou 5h. En tout cas, on se lève très tôt le matin, on médite pendant 2 heures, déjeuner, méditation, dîner, méditation, souper pour ceux qui peuvent, en fait, là, parce que si c'est ta première fois, t'as banane, pomme, un souper très léger. Puis si c'est ta deuxième fois et plus, tu ne manges pas pour souper parce que de toute façon, c'est pas nécessaire. En fait, ça nuit à la méditation de trop manger. Puis on s'en rend compte à force de le faire que, ouais, j'aurais pas dû trop manger ce midi parce que ça change tout. Et après cette période-là de pause ou de souper, on a une autre méditation, un cours de 1 heure, donc une vidéo de 1 heure qui explique un peu plus la philosophie derrière le cours. Puis finalement, on va se coucher et on répète pendant 10 jours de temps. Donc tu vas me dire que c'est extrême parce que, OK, non seulement tu médites 10 heures par jour, c'est déjà extrême en soi, mais en plus, tu parles à personne, tu regardes personne dans les yeux, donc l'objectif c'est de rester centré sur ton intérieur. Donc le plus que tu as d'interaction, le plus ça va t'ordonner des choses à mijoter en surface plutôt que d'aller en profondeur. Parle à personne, échange de regards avec personne, même pour manger, il n'y a aucune parole qui s'échange. Il n'y a pas de livre, pas de crayon, pas de téléphone. Le réveil matin, c'est une cloche. C'est une expérience qui est très, très unique en Amérique du Nord. Puis tu payes ce que tu peux, en fait. C'est comme si quelqu'un te l'avait déjà payé la chance d'y aller. Puis à la fin, là, t'as la chance de choisir de contribuer pour qu'un autre puisse y aller. Donc c'est un concept qui est très peu commun en Amérique du Nord. Donc oui, d'un côté, je suis d'accord avec toi, c'est extrême, c'est zéro stimulation, tu vas là, c'est plate, veux pas, c'est plate. C'est ça l'expérience que tu vas faire, c'est d'être seul avec toi-même, aucun autre stimuli, aucun moyen d'évitement. T'es vraiment là pour être avec toi-même, puis c'est pour ça que l'expérience va être exactement ce dont tu as besoin sur le moment. Donc, zéro stimuli. Mais après ça, je t'invite à regarder ta vie de tous les jours, puis à te demander si ça, c'est un bon point neutre. Parce que moi, j'aurais tendance à dire que pour la plupart d'entre nous, notre vie de tous les jours, c'est l'autre extrême.
en grande partie, c'est l'autre extrême. Réseaux sociaux, la publicité, les choses à faire, les calendriers occupés. On est constamment bombardé d'informations, puis on cherche à... On n'a pas le temps de la digérer, on n'a pas le temps de la traiter, cette information-là. Ce qui fait que moi, je crois qu'on est vraiment surstimulé, puis c'est pas... y a pas juste moi qui le dis. Je pense que je t'apprends rien. Donc, oui, le Vipassana, c'est extrême, mais faut pas oublier que notre vie de tous les jours, c'est extrême juste dans l'autre sens. Donc, le Vipassana a l'air plus extrême. Alors, c'est quoi un bon juste milieu pour toi? C'est quoi être surstimulé pour toi? C'est quoi être sous-stimulé pour toi? Est-ce que l'objectif pour tout être humain, c'est d'être un moine, vivre dans une caverne au Népal? Pas nécessairement. Donc, chacun peut déterminer c'est quoi son niveau de stimuli qui est optimal, qui lui permet d'intégrer, de vraiment apprendre les leçons au fur et à mesure que sa vie avance, plutôt que de juste toujours répéter les mêmes patterns, les mêmes cycles. Être surstimulé aussi, ça permet d'éviter beaucoup de choses, d'éviter cette réflexion-là qui est nécessaire pour apprendre les leçons de notre quotidien. Faire face à des révélations qu'on aimerait peut-être mieux pas voir parce que un mensonge familier est souvent plus confortable qu'une vérité difficile, une vérité qui fait mal. Donc, on veut pas les voir, les vérités, même si on le sait, sont vraiment... Le voile est super mince, le déni, est vraiment mince, mais on s'accroche à notre déni pour pas voir les réalités qu'on veut pas savoir. Souvent, si c'est une relation qui a plus lieu d'être dans ta vie, si c'est un emploi, si c'est tout simplement une façon de vivre ou des mauvaises habitudes qui prennent trop de place, notre déni est renforcé par notre surstimulation. Donc, on va souvent aller chercher nos écrans, aller chercher les expériences, aller chercher nos amis qui nous divertissent, remplir notre horaire, aller se coucher fatigué, se relever puis tout de suite être en flèche parce qu'on a 15 minutes pour sortir de la maison. Ça, c'est des signes qu'on est dans l'évitement également. Quand tu es dans l'évitement, je te propose une couple de questions à te poser dans la partie écrite de l'article. Ce que je te propose également, sans que tu aies à vivre une vie de moine pendant 10 jours, ou plus si tu veux, mais si tu n'es pas prêt à faire ce saut-là puis utiliser toutes tes vacances pour aller faire un Vipassana, donc je t'invite en janvier, je crée une cohorte de personnes qui veulent normaliser et intégrer plus de douceur dans leur vie, qui veulent arrêter le surstimuli, trouver les sources de ce surstimuli-là, les éloigner, et faire plus de place à l'étincelle qui nous habite, l'étincelle du nom de la chronique, pour pouvoir être plus alignés avec nos valeurs, prendre des décisions qui sont les bonnes pour nous, même s'ils vont aller peut-être contre le grain de la société, puis de ce qu'on s'est fait inculquer. C'est un peu une anti-résolution. En janvier, on a les résolutions, puis souvent on va vouloir perdre X nombre de livres, faire X montant d'argent, puis on va se rajouter une pression, on va se dire là, avant j'étais pas assez disciplinée, là, malgré que ton horaire était déjà chargé à bloc, là tu vas rajouter quelque chose par-dessus pour aller atteindre un autre objectif, une autre cible. Mais là, ce qu'on fait ici, ça va être l'inverse. Donc ça va être de créer de l'espace, de réduire les attentes trop élevées qu'on a envers nous-mêmes, puis de prendre conscience aussi de ces attentes-là, parce que quand on reste dans notre quotidien avec les personnes qu'on côtoie toujours, dans notre maison, puis on reste dans cette même bulle-là, c'est difficile de se rendre compte de ce qui est normalisé autour de nous. Puis quand on veut aller changer certaines habitudes, certaines façons de penser, bien, il faut qu'on sorte de notre petit cocon habituel, puis qu'on aille voir un peu qu'est-ce qui se fait ailleurs, comme moi je l'ai fait avec le Vipassana. Ce que je propose, c'est de te partager les apprentissages après avoir été faire ça, mais aussi beaucoup d'autres expériences que je te partage au fil des chroniques, de te partager un peu ce que j'ai distillé de toutes ces expériences-là, puis comment on peut concrètement aller faire plus de place dans nos vies, puis avoir une approche qui est personnalisée avec chacun des membres de la communauté. Certains outils que je trouve pertinents puis facilement accessibles dans cette épopée-là sur laquelle je suis, c'est le yoga et la méditation. Le yoga, 30 minutes de yoga ou 1 heure. Ensuite, 5 minutes de méditation, c'est une introduction à la méditation. Même chose pour le yoga, il n'y a pas de niveau prérequis à y avoir. Puis on ne sera pas en mode performance, puis moi je suis capable de faire telle pose, puis toi non. Tu sais, c'est vraiment le yoga pour se centrer, la méditation pour se centrer, qui sont des outils pour être alignés avec nos valeurs. Puis ensuite,
on a du coaching en groupe. Donc, non seulement tu as mon attention sur ta situation individuelle, c'est un petit groupe de 4 ou de 5. Si je dois faire 2 cohortes, j'en ferai 2. Mais ce ne sera pas des gros groupes pour cette raison-là, parce que je veux que tu aies mon attention individuelle sur ta vie, sur ta situation, puis qu'on puisse aller toucher aux points qui sont importants pour toi. Et en même temps, comme c'est en groupe, les autres apprennent de toi et toi, tu apprends des autres. Donc, il y a certaines choses, exemple, il y en a une qui est une mère puis qui veut parler de ça, qui veut apprendre à équilibrer sa vie. Elle va pouvoir partager ses apprentissages avec celle qui n'est pas encore maman, mais qui veut le devenir. Exemple. Donc, j'en ai fait, moi, du coaching de groupe avec d'autres personnes qui avaient les mêmes intérêts que moi et j'ai trouvé que ça avait énormément de valeur. Pourtant, souvent, c'est moins cher. Donc, gagnant-gagnant. Donc, c'est 300 $ pour les 3 mois. On a 3 heures en personne pour briser la glace. Après ça, aux 2 semaines, on a des séances par Zoom. Donc, ça reste très, très accessible. Là, on ne veut pas rajouter trop de séances dans ton horaire qu'on sait qu'il est déjà peut-être chargé. Donc, aux 2 semaines des séances, puis on a aussi notre communauté en ligne virtuelle où on peut échanger pendant la semaine, puis continuer à recevoir du coaching également. Donc, va chercher, si tu veux plus d'informations, va au tamararoistang.com/fr, puis tu pourras avoir le reste de l'information. Puis je vais mettre le lien aussi dans la partie écrite pour que tu aies tout ce dont tu as besoin. Alors, n'hésite pas à m'écrire. J'ai hâte de te rencontrer et de te compter parmi nous cet hiver, donc janvier, février, mars. On part là-dessus, puis on fait une anti-résolution pour avoir une vie qui est plus calme, plus paisible, plus alignée avec soi, puis qui nous lance ensuite sur une direction qui nous réserve que du beau. Alors prends soin de toi, on se voit à la prochaine chronique.